Un Grand Prix qui marquait le retour des pneus soft utilisés pendant les courses. Bienvenue dans ce 4e épisode de Lights Out. On revient aujourd'hui sur le Grand Prix de Bahreïn. Baptiste est là pour m'accompagner. Bonjour Baptiste. Salut Raphaël. Et Quentin évidemment comme toujours. Salut Quentin. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? La forme et vous ? Super. Bah top, parfait. Alors, premier Grand Prix à 1h descente pour nous cette saison. 17h heure française. Et puis une victoire de Oscar Piastri, le premier pilote à remporter 2 Grands Prix cette saison. On va revenir sur l'intégralité de ce Grand Prix. Mais tout d'abord, rappel des résultats. Donc comme je le disais, Oscar Piastri premier pour compléter le podium. George Russell et Lando Norris, suivi de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, les pilotes Ferrari. Max Verstappen, le premier pilote Red Bull ensuite. Pierre Gasly à la 7e place pour les premiers points d'Alpine cette saison, suivi de son compatriote Esteban Ocon. Yuki Tsunoda et Oli Berman ferment la marche des points. On retrouve ensuite Kimi Antonelli, Alex Albon, Isaac Hadjar et Jack Doohan, Fernando Alonso, Liam Lawson et Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, et enfin Carlos Sainz qui a dû abandonner et Nico Hülkenberg disqualifié. On va y revenir un petit peu plus tard. Commençons tout de suite avec le vainqueur de ce Grand Prix, Oscar Piastri, qui avait décroché une nouvelle pole position, la 2e de sa carrière et la 2e victoire en Grand Prix cette saison. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course d'Oscar, Baptiste ? Eh bien, une victoire tout en maîtrise d'Oscar Piastri qui n'a jamais vraiment été inquiété dans cette course. On se souvient, samedi soir après les qualifications, Lando Norris avait exprimé sa crainte de voir Oscar Piastri mettre un tour à tout le monde et s'envoler tranquillement en tête du Grand Prix. Ça n'a pas vraiment été le cas, mais pour autant, Oscar Piastri a géré son avance tout au long de la course. Même après la voiture de sécurité qui est sortie au 32e tour, il n'a pas été inquiété au restart et a pu tranquillement creuser son avance et l'écart avec George Russell jusqu'à la ligne d'arrivée. Franchement, c'est très très solide ce qui nous montre Oscar Piastri. C'est seulement sa 3e saison en Formule 1 et il fait preuve d'un calme olympien. Il est très rapide au volant de la McLaren. Il n'a pas paniqué lors des qualifs, contrairement à son coéquipier. Donc franchement, très belle victoire, très solide de Piastri. Ouais, absolument, on est sur cette très bonne tendance depuis le début de saison. Oscar Piastri qui se sent un peu chez lui, chez McLaren, et finalement c'est une très bonne chose. On en parlait d'ailleurs dans les éditions précédentes de ce podcast, c'est qu'il va commencer à s'affirmer petit à petit en tant que leader naturel de l'écurie, aussi bien en termes de performance que de présence en piste. Donc ça va être une très belle affaire à suivre, notamment quand Lando Norris nous déclare après le Grand Prix que ça fait quelques courses qu'il se sent pas du tout à l'aise dans sa monoplace. C'est vrai que je voulais revenir il n'arrive là-dessus, pas à la piloter, il dit c'est une catastrophe. Mais que se passe-t-il chez McLaren ? Comment ça se fait que soudainement Norris passe de premier à 30 secondes à finalement en galère par rapport à son coéquipier ? C'est vrai que c'est assez surprenant de l'entendre dire ça, Baptiste. Ouais, d'autant plus c'est le leader du championnat du monde. Alors il a pas beaucoup d'avance, il a que 3 points d'avance sur son coéquipier. Mais c'est celui qui s'annonçait un petit peu comme le favori pour le titre en début de saison. Et c'est très étonnant de savoir que c'est sans doute la première année où il démarre la saison avec la voiture la plus performante du plateau. Et malgré tout, il nous fait part de ses craintes et de son inconfort au volant. Ouais, c'est finalement pas la mentalité qu'on attend d'un concurrent potentiel pour le championnat du monde. On s'attend pas à ce que tout de suite on vienne dire au micro au bout de la 4e course, je galère avec la voiture, finalement je suis pas à l'aise, ça marche pas, de mon côté j'y arrive pas, alors qu'on voit une voiture qui fonctionne largement mieux que les autres. Large. Quand on sait d'où revient McLaren, on se dit que le step a été d'autant plus important. Donc entendre Lando Norris dire j'y arrive pas, c'est quand même assez surprenant. Encore une fois, surtout quand on voit son coéquipier s'en sortir aussi bien que ce qu'est en train de faire le pilote australien. Tout à fait, encore plus quand on sait que normalement McLaren c'est l'écurie de Lando Norris quoi. Je veux dire à la base c'est clairement chez lui, il est anglais dans une écurie anglaise, incroyable, le storytelling vendu par Zak Brown depuis le départ c'est lui, il a développé la voiture pour lui. Et bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers naturellement, mais c'est quand même basé sur son pilotage et aujourd'hui c'est lui qui est en difficulté et c'est assez surprenant. Bien sûr comme on dit Raphaël, ouais effectivement un leader du championnat du monde au bout du 4e Grand Prix qui dit qu'il n'y arrive pas, c'est quand même problématique en termes d'image. Bon, après il a quand même fait de belles choses, il faut être objectif, il a fait de belles choses Lando Norris dans cette course. Alors il a beau avoir raté sa séance de qualification en partant seulement du 6e rang, il a quand même fait un bon départ. Il va falloir revenir sur ce départ. On va revenir sur ce départ, mais il était quand même très bon, puisqu'il vire en 3e position au 4e virage. Il a imposé un bon rythme, il a pas mal titillé George Russell jusqu'au bout pour la 2e place. C'est quand même un podium à la fin pour Lando Norris, donc tout n'est pas à jeter non plus ce week-end. Oui, clairement, mais par contre, comme le disait Quentin, le fait qu'on ait ce discours-là de la part de Lando Norris est assez surprenant. Maintenant, on va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit sur McLaren et sur ses pilotes.
On est pour le moment à une lutte très serrée, comme on s'y attendait, comme on l'avait prédit. Donc on est plutôt satisfait à ce niveau-là. Par contre, petit point sur Oscar Piastri, sur cette victoire-là. On l'a dit, c'est sa deuxième victoire de la saison. Les écarts sont assez resserrés entre tous les pilotes aux avant-postes. Seulement, c'est le plus gros écart qu'il y a eu à l'arrivée cette saison entre le premier pilote et le deuxième. Plus de 15 secondes d'avance pour Oscar Piastri sur George Russell à l'arrivée. Donc pas de tour d'avance comme l'avait prédit Lando Norris, mais finalement un écart quand même assez conséquent. Belle avance quand même. Hein. Belle avance quand même, voilà. Donc on n'est pas sur des écarts à la Verstappen qu'on a pu voir ces dernières années ou Lewis Hamilton un petit peu plus précédemment. Mais on est quand même sur une belle avance. Oscar Piastri tout en maîtrise, seulement 3 tours où il se retrouve pas en tête du Grand Prix, mais parce qu'il avait box pour changer ses pneus. Non, maîtrise totale d'Oscar Piastri sur ce week-end. Et puis on va enchaîner pour ne pas encore une fois se répéter sur les McLaren, mais très grosse performance d'Oscar Piastri qui, comme tu l'as dit Baptiste, revient à 3 points de son concurrent au championnat du monde, Lando Norris. 77 points pour l'anglais, 74 pour l'australien. On part tout de suite du côté de Mercedes avec la très très bonne prestation de George Russell, encore une fois, 3e podium en 4 courses. Une 2e place amplement méritée, avec beaucoup de soucis techniques sur la Mercedes pendant la course. Mais pas que, on sait qu'il y a eu des problèmes plutôt du côté de la FIA vis-à-vis des transpondeurs qu'ils utilisent depuis le début de la saison. Mais la Mercedes en a beaucoup souffert pendant cette course, notamment avec notamment la perte du signal GPS, comme on a pu entendre Julien et Jacques s'en plaindre pendant la course. C'est très amusant d'ailleurs. Mais le plus gros problème qu'il a eu, c'est que le bouton de la radio, il avait une double fonctionnalité à un moment, c'est-à-dire qu'il ouvrait aussi le DRS. Donc, il a trouvé le cheat code. C'est pas mal. Bravo messieurs, bravo Mercedes. Après le DAS, les trous dans les jantes pour refroidir, je vous présente enfin le zéro ponton, t'as oublié le zéro ponton. Le zéro pod, oui, mais ça marche un peu moins bien malheureusement. J'essaie J'essaie de rester sur ce qui fonctionnait. Ouais, le bouton radio WhatsApp qui allume le DRS, c'est quand même fantastique. Ouais, malheureusement, ça n'a pas été finalement d'une grande aide. Et puis, il s'en est de toute façon retenu de l'utiliser assez vite, comme il l'a dit. On avait plein de problèmes et à un moment, j'ai appuyé sur le bouton de radio et ça a ouvert le DRS. Je l'ai refermé immédiatement. Je n'ai rien gagné. J'ai perdu plus que j'ai gagné. Il a été ouvert pendant une fraction de seconde. Mais ça montre tout ce qu'on a affronté comme problème. Et il a raison parce qu'il a fait seulement 37 mètres avec ce DRS ouvert entre le virage 10 et 11, donc sur une zone normalement de DRS, mais là, il n'y avait pas à être activé. Sur une ligne droite de plus de 700 mètres, les données télémétriques de la FIA nous informent que sur ces 37 mètres où il a ouvert le DRS, il aurait gagné 2 centièmes, qu'il aurait ensuite perdu davantage sur le virage 11, puisqu'on nous indique qu'il aurait perdu 28 centièmes lors de l'entrée dans le virage 11. Donc, comme il l'a dit, il a plus perdu qu'il n'aurait gagné sur ce souci-là. Oui, et puis lui-même a avoué après la course qu'il a volontairement freiné tout de suite après au virage suivant pour ne pas gagner de temps avec le DRS. Donc il a totalement joué le jeu et pour éviter la pénalité. Ouais, clairement bien joué de la part de Russell et de Mercedes. Hein. On sait qu'on l'a vu avec McLaren un peu plus tard dans sa bataille entre Norris et Leclerc, si je ne m'abuse. Aucun risque à prendre là-dessus. On ne veut pas risquer de devoir rendre du temps, pénalité ou quoi. Donc il a bien fait de lever le pied. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on revienne sur sa performance de ce week-end. Clairement, depuis le début de la saison, George Russell nous propose de très belles choses. Une très bonne consistance, un véritable masseur de pneus exceptionnel. Ouais. Là-dessus. Alors même s'il n'a pas été le meilleur pour cette édition, néanmoins, oui, Russell très très sérieux maintenant. C'est quelqu'un qu'on voit pas beaucoup forcément à la télé, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il fait un début de saison phénoménal. Il a été dans les points, dans le top 5 à chaque Grand Prix pour le moment. Il est très très solide, il est en course, on peut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, il est en course pour le quatrième au championnat du monde actuellement avec 63 points. Donc, oui, absolument. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de un peu trop banaliser les bonnes performances qu'il est en train de réaliser, Quentin ? Malheureusement si, comme on ne le voit pas beaucoup à la télé, en réalisation internationale, aujourd'hui très bonne course, moins anonyme sur la fin, mais le départ un petit peu dans sa course lui-même, donc on a tendance un peu à oublier qu'il était deuxième pendant tout le Grand Prix, du moins quasiment. Et effectivement, oui, on banalise trop ces très belles performances qu'il nous propose. Alors pour moi, banaliser, c'est pas le mot, je dirais plutôt invisibiliser. Puisque justement, on le dit que Russell est l'auteur de très bonnes performances depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'on regarde dans l'histoire récente de la Formule 1, il a toujours été présent pour flairer les bons coups. Je pense notamment au Grand Prix d'Autriche la saison dernière. Rappelez-vous, c'était Lando Norris et Max Verstappen qui se battaient pour la victoire. Lui était troisième, totalement hors course pour la gagne.
Et quand Norris et Verstappen sont entrés en collision et ont tous les deux eu des dégâts sur un monoplace, et qui a surgi pour s'emparer de la tête et remporter la victoire, c'était George Russell. Donc vraiment très très impressionnant Russell. J'ai vraiment hâte de voir si Mercedes est en capacité d'apporter des améliorations afin qu'il puisse performer et se battre à la régulière avec les McLaren. Parce que ça pourrait être la bonne surprise de cette saison de George Russell. Pourquoi pas champion du monde en fin de saison, on verra. Ouais, se battre à la régulière, c'est ce qu'on aimerait voir. Parce que pour l'instant, c'est le plus enclin à faire le gros coup en cas de problème technique ou d'accident devant, de choper justement les opportunités qui se présentent à lui. Mais c'est vrai que si bataille à la régulière il y avait, ce serait beaucoup plus intéressant à voir en tant que spectateur évidemment, mais surtout pour les pilotes, ça apporterait quelque chose peut-être de motivant. Parce qu'actuellement, on n'a pas vu beaucoup de Lando Norris et Oscar Piastri se battre en piste finalement. Ah bah non, mais on en parlait d'ailleurs au podcast précédent avec un léger débat sur savoir s'il fallait swap les positions, attaquer ou pas. C'est toujours mieux d'avoir une écurie extérieure parce que dans ce cas-là, tous les coups sont permis. On va pas revenir et dire s'il vous plaît, dites à Russell de freiner parce que j'ai envie de conserver mon avance ou ma tête. Donc ce serait une très bonne chose. Maintenant, attention à pas s'enflammer. On rappelle l'écart de 15 secondes entre Piastri et Russell. Ouais. C'est-à-dire tu as de la bataille en piste malgré une safety car peu après la mi-course. Donc voilà. les écarts ont été réduits à 0 exact. Et il finit quand même avec 15 secondes d'avance. Voilà, donc attention tout de même, il y a quand même un gap de performance entre la McLaren et le reste du plateau, surtout pour Piastri actuellement manifestement, notamment depuis les difficultés de Lando. Donc, mais oui, j'adorerais voir, notamment en tant qu'amateur de Mercedes, les voir revenir sur le devant du plateau et pourquoi pas pour une bataille pour le titre. Vous parliez de la voiture de sécurité, il faut quand même saluer la performance de George Russell parce qu'il a chaussé des gommes tendres usées au 32e tour. Il a fait 24 tours sur la gomme tendre usée jusqu'à la fin de la course avec une McLaren derrière. Donc franchement, c'est une très belle performance de Russell. Justement, je voulais revenir un petit peu sur les pneus soft. On les a vus équiper la plupart des pilotes au départ de ce Grand Prix. Et on les a vus revenir en fin de course. Je vais dire fin de course avec des grosses parenthèses parce que ils sont revenus dès le 32e tour lors de la safety car pour beaucoup de pilotes. Et ils ont tenu en fait ces pneus soft. Chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout puisque Bahreïn est un circuit avec une dégradation importante au niveau des pneus. Et pourtant, on a vu les pneus soft en fait faire le travail tout simplement parce qu'on a vu des hards qui ne fonctionnaient pas et des softs qui au contraire offraient une bonne fenêtre de performance. Et un George Russell qui a lui pour habitude justement d'utiliser de vouloir rallonger ses relais pour utiliser les gommes le plus longtemps possible, avait cette crainte malgré tout au 32e tour d'utiliser les pneus soft jusqu'à la fin de la course. Pourtant, ça s'est très bien déroulé. On revient sur ces Pirelli qui, depuis quelques années maintenant, peuvent offrir une deuxième vie dans des conditions un peu optimales, de chaleur, mais pas trop quand même, ce qui était le cas pour ce Grand Prix de nuit à Bahreïn. Donc effectivement, c'était plutôt très intéressant de revoir les écuries, rechausser ces médiums, notamment d'ailleurs usés pour la plupart des pilotes. Il était rare de retrouver encore des gommes neuves après cette qualif. Mais donc c'est un bon signal envoyé, peut-être un peu plus d'agressivité sur le plateau. Et si on peut commencer à exploiter toutes les gommes sur un Grand Prix, l'avenir du championnat n'en sera que meilleur, n'est-ce pas messieurs ? Et franchement, tant mieux pour le spectacle. Tant mieux pour le spectacle de voir de nombreux pilotes au départ avec les pneus tendres. C'est vrai que d'habitude, lorsqu'on les voit partir avec des pneus médiums ou des pneus hard, malheureusement pour le spectacle, on part plutôt sur des stratégies à un arrêt qui sont un petit peu ennuyantes et qui rendent la course assez monotone. Là, on savait d'emblée, et je pense notamment à Laurent Mekies qui expliquait tout au long du week-end au micro de Canal+, qu'on allait avoir une course sûrement à 2 arrêts du fait de la dégradation qui était assez importante sur les pneus soft. Et on le voit sur les pilotes de tête, ça s'est arrêté dès le 10e tour pour chausser des pneus médiums neufs. Je pense notamment à Pierre Gasly, à Lando Norris ou Max Verstappen dans le top 10. Au contraire des Ferrari qui, elles, sont parties en pneus médiums. Une stratégie assez audacieuse, assez osée. Mais malheureusement pour les Ferrari, la safety car a un petit peu contrarié leur plan puisqu'ils ont été contraints de chausser les pneus durs jusqu'à la fin de la course. Oui, les deux Ferrari qui avaient commencé sur des pneus médiums et qui avaient rechaussé des médiums au 17e tour, et puis lors de la safety car qui ont préféré assurer le coup en chaussant des hards pour être sûr de terminer la course avec de la performance plutôt que de tenter le pari des pneus soft comme ont pu faire certains de leurs concurrents. Après oui, effectivement il fallait se rechausser un peu dans les softs pour ces grands prix là, ça faisait longtemps qu'on les avait pas sortis, il fallait s'adapter. Ferrari elle l'a joué safe, moralité, petit résultat quand même sympa à cette arrivée de Grand Prix, on parle de 4 et 5. Bon résultat pour l'écurie, surtout par rapport aux performances précédentes. Je pense que la dégradation, effectivement, on sait que les deux pilotes apprécient un arrière un peu plus léger en termes de pilotage, donc forcément une dégradation plus élevée potentiellement. Donc oui, choix de la sécurité qui peut se comprendre, sachant que s'arrêter à un 10e tour en début de Grand Prix avec des softs, ouais, on est sur une bonne dégradation classique.
certes avec 1 ou 2 tours de plus que la normale, bon bah après ça reste quand même des pneus qui se dégradent fortement. Et puis après, on peut aussi se poser la question de, effectivement, si Ferrari avait chaussé des pneus soft lors du déploiement de la voiture de sécurité, à quelle position aurait fini Charles Leclerc et Lewis Hamilton? Très honnêtement, je ne suis pas certain que Charles Leclerc aurait fini devant George Russell ou Lando Norris au vu de la performance des 2 Britanniques ce week-end-là. Très clairement. Donc, finalement, c'est un choix de la sécurité, mais un choix correct. Ouais, on aurait pu leur tomber dessus dans d'autres circonstances il y a quelques années si justement ils s'étaient plantés à ce niveau-là. Là, bon, est-ce que leur en vouloir, c'est une bonne chose par rapport à ça? Je suis pas sûr. Et puis c'est quand même la première fois de la saison que les 2 Ferrari sont dans le top 5 ensemble. Donc ça reste des gros points marqués pour Ferrari et les améliorations ont un petit peu porté leurs fruits. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas eu scorer d'aussi gros points. Une autre écurie qui a assuré un très bon coup ce week-end, c'est les As d'Esteban Ocon et d'Oliver Berman, qui partaient 14e et 20e sur la grille de départ et qui pourtant terminent respectivement 8e et 10e. Une course maîtrisée pour l'écurie américaine, avec notamment un très très bon call des softs, encore une fois, lors de la safety car pour Oliver Berman. Et le choix de rester en piste pour Esteban Ocon, lui qui avait chaussé des pneus hard quelques tours auparavant. On s'en sort très très bien et on score de gros points du côté de As, Quentin. Absolument, bah, ça fait plaisir à voir, surtout quand jusqu'aux qualifications, oui, on avait un bilan un peu mitigé. Berman qui fait des erreurs, ne trouve pas le rythme, part 20e sur la grille. Esteban Ocon qui malheureusement, oui, sur un vibreur un peu élevé, une petite erreur de pilotage, envoie la voiture dans le mur. Et bon, bah, ça fait plaisir à voir, c'est le projet à ce qu'on veut, porté par son team principal. C'est ce qu'on veut voir, de la régularité, un peu d'audace en somme, et surtout des bonnes perfs de la part de leurs 2 pilotes, qui forment un bon duo et arrivent à placer la voiture dans une bonne fenêtre. Esteban Ocon qui réalise un début de saison en demi-teinte. Très très mauvaise performance en Australie, mais un petit peu comme son équipier. Là, c'était vraiment de la performance qui manquait dans la voiture. En Chine, on l'avait vu renaître. Complètement, très gros résultat, une P5 à l'arrivée. Le Phoenix. Et puis il avait complètement disparu à nouveau au Japon. Et puis là, on le revoit dans un poste un petit peu plus avantageux. Baptiste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette course-là? Bon, je vais être un brin tatillon avec notre Français, avec Esteban Ocon. Moi, je pense. Oui, mais je pense que s'il ne s'était pas craché en Q2 et qu'il avait pu terminer les qualifications correctement, je pense même qu'il aurait pu être du coup un petit peu plus haut dans la grille et finir un petit peu plus haut ce Grand Prix. Il n'en demeure pas moins que c'est une très belle 8e place de l'ancien pilote alpine. Qui, pareil, on l'a pas beaucoup vu, un peu à l'image de George Russell, on l'a pas beaucoup vu pendant cette course, mais il a fait sa course, il a été très très solide. On l'a vu agressif, notamment à la relance de la voiture de sécurité. Et que dire d'Oliver Burman, que dire de son coéquipier qui partait dernier sur la grille, qui, comme tu l'as dit, Raphaël, a su optimiser la stratégie et terminer dans les points. Ouais, pour rappel, Esteban Ocon qui, en tout début de Q2, avait perdu sa monoplace à l'entrée du virage 2 et avait fini dans le mur malheureusement, ce qui l'avait empêché de participer au reste de la séance. Welcome back Nikita Mazepin. Non mais tu c'est peux vrai. pas comparer les deux. Mais c'était un petit peu le même accident, croisé des croisés. Non, Ouais, mais là, Mazepin part tout seul, Ocon joue quand même avec le vibre. Non. Voilà, il y a quand même, c'est la même zone d'accord, mais on n'est vraiment pas sur les mêmes circonstances pour le Moi, coup. ça m'a fait penser à Scratch. Non. Évidemment Ne que le compare parallèle. ne compare pas la F1 karting, s'il te plaît. Pour reprendre les mots d'un ballon d'or, bien sûr. En tout cas, après 4 Grands Prix cette saison, alors c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions sur les performances des uns et des autres, mais on se rend compte que As, dépendamment des circuits, soit peut scorer de très gros points, soit être à la ramasse complet, donc c'est assez étonnant, des performances aussi irrégulières. J'attends de voir les prochaines courses, voir si As va faire preuve de constance, ou si les performances de leurs 2 monoplaces dépendra vraiment de la configuration des circuits. Forte irrégularité, notamment du côté d'Esteban Ocon, quand même. C'est 5 points de marqué quand même pour As sur ce Grand Prix. Une 5e place au constructeur. 1 point devant Williams, c'est un gros écart avec le reste, le quatuor de tête. Mais c'est quand même de bon augure, encore une fois, pour l'écurie américaine qui, depuis quelques saisons maintenant, ressort la tête de l'eau et n'est plus cette 10e force du plateau qui peine à marquer le moindre point. Autre écurie dont on va parler maintenant, c'est Alpine qui marque ses premiers points cette saison. Enfin, messieurs, enfin Par l'intermédiaire de Pierre Gasly avec une 7e place brillamment décrochée lors de ce Grand Prix de Bahreïn.
Un petit regret quand même avec cette 6ème place perdue en toute fin de Grand Prix lors du dernier tour face à Max Verstappen, mais il n'y avait pas grand chose à dire quand même. Il l'a retenu pendant plus de 20 tours. Pierre Gasly donc qualifié 5ème, 4ème au départ sur la grille. Et puis une 7ème place à l'arrivée. Messieurs, je veux vous entendre sur Pierre Gasly qui marque enfin des points cette saison. Mais c'est fantastique en fait, messieurs. Clairement, on l'attendait. Qui plus est à Bahreïn, c'est un de ses circuits fétiches. On se rappelle dès ses premières saisons au sein de l'écurie Toro Rosso. Il avait déjà performé avec cette magnifique P5 aussi en qualif. Un très bon résultat en course. Donc il maîtrise ce circuit. Il a supporté l'Alpine qui, mine de rien, démontre qu'elle a de la performance. En témoigne aussi une bonne course de la part de Jack Doohan, bien qu'anonyme. Les résultats sont quand même un peu là. Et soulagement quand même, hein. On va dormir plus léger ce soir, je vais pas vous mentir. Et puis c'est encore assez compliqué de savoir si l'Alpine a de la performance ou pas. Comment se situe cette écurie par rapport au midfield, aux autres concurrents du plateau. Mais c'est vrai, franchement, quelle performance de Gasly qui a tenu. Faut rappeler quand même qu'au départ, il avait derrière lui Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Donc c'est quand même pas les trois plus faciles à garder derrière soi. Et franchement, très très belle performance de Gasly. On les attendait, ces premiers points d'Alpine. On savait qu'ils allaient tomber prochainement. Et effectivement, comme tu l'as dit, Quentin, c'est un circuit qui a l'air de lui plaire et qui marche très bien pour Gasly. 7ème place, 6 points au classement. On recolle à Kick Sauber et on dépasse Kick Sauber même. On récupère le gain de la 9ème place au classement constructeur. Franchement, bravo Pierre. Bravo Pierre, et puis aussi bravo Doohan, comme tu l'as dit Quentin, parce que l'Alpine, qui n'a pas apporté de nouvelles pièces ou de nouvelles améliorations ce week-end, a su trouver les réglages qui permettaient à ces deux pilotes de performer ce week-end. Jack Doohan qui a fait aussi une bonne performance en qualification, mais ça a été un petit peu plus compliqué en termes de comptable pendant le Grand Prix, même s'il s'en est assez bien sorti. Enfin, trouver une Alpine qui fonctionne, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer voir devenir récurrent ? Qu'on espère bien entendu, hein. Ce serait aussi mérité de la part de l'écurie française qui, depuis les essais hivernaux, a quand même montré 2-3 belles choses. Maintenant, il leur manquait quand même de déblocage de ce compteur de points, ce qui est maintenant chose faite. Donc, s'ils peuvent prendre un peu confiance en eux, trouver des bons setups pour la voiture, des bonnes bases, tirer les enseignements de Bahreïn, ce sera quand même bien pour le reste de la saison. Bien évidemment, il est encore un peu tôt pour définir une tendance de performance sur la suite. Je vais me permettre d'adresser un autre tacle, messieurs. Encore. Oh là là, décidément. Ouais, mais celui-là, il est justifié, vous allez voir. On était à Bahreïn ce week-end. Bahreïn, un circuit qui comporte 4 lignes droites où le moteur a un rôle prépondérant. Et on se rend compte que quand l'Alpine se rend sur les circuits où le moteur fait la différence, Alpine n'est pas trop mal. Alors qu'on rappelle que dès l'année prochaine, le moteur Renault cessera d'être utilisé en F1 et que l'Alpine se dotera de moteurs Mercedes. C'est quand même cocasse quand on sait que du côté d'Enstone, là on fabrique le châssis et l'aéro, on critique le moteur à tout va, on se plaint que c'est le moteur le problème dans cette écurie. Et on se rend compte que finalement le problème n'est peut-être pas du bon côté de la manche. Totalement. Finalement, peut-être d'accord avec ce tacle en fait, agréablement surpris. Je soutiens. Après, merci Baptiste, mais effectivement oui, une très bonne chose montrée par le moteur Renault, l'usine de Viry-Châtillon qui fait encore ses preuves. On se rappelle qu'au moment de l'annonce de la fermeture, ils avaient dit qu'ils avaient de très bonnes choses en stock. Donc peut-être être un dernier baroud d'honneur pour les Français avant de tirer leur révérence au profit des Panzer allemands qui vont une fois de plus marcher sur les plates-bandes du coq à l'étendard. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur les incidents comme le fait de monter une boîte de vitesse à l'envers, mais on pointe peut-être encore une fois le mauvais canard du doigt. Les feedbacks des pilotes ces dernières années n'avaient pas été spécialement pris en compte. On pense à certains problèmes de châssis qui datent de 2021, où une fois qu'on permet à Esteban d'avoir un châssis neuf et qu'on l'écoute, on se rend compte que ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Donc oui, pour Alpine, le petit mot d'encouragement pour Viry était le bienvenu. Baptiste. Et on se rappelle quand le transfert d'Esteban Ocon chez As avait été officialisé, Esteban Ocon, lors d'une de ses premières interviews, avait expliqué que chez As, lorsqu'il donnait une consigne, on l'écoutait dans la foulée, alors que lorsqu'il était chez Alpine, lorsqu'il faisait part d'un problème ou rapportait une donnée, il fallait que ça passe par un nombre incalculable d'intermédiaires et que ça prenait beaucoup de temps avant qu'on écoute sa recommandation. Et on le voit encore une fois. C'est vrai qu'on en avait appris beaucoup une fois que l'officialisation du départ d'Ocon était tombée. Il avait pu s'exprimer un petit peu plus, on va dire, librement. Il avait joué un petit peu moins team player, mais c'était tout à fait normal.
Et oui, on avait appris qu'en interne, des choses dont on se doutait déjà, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais, bien entendu. On se rappelle notamment de son petit commentaire en disant quand on doit bosser, on ne répond pas, c'est dommage, le gars est parti en vacances. On trouve juste des solutions, on réalloue des ressources aussi bien humaines que matérielles. Et on continue de taffer. Clairement, c'est la différence entre une écurie qui en veut, comme As et comme Alpine, qui est basculé plutôt d'un côté politique depuis l'ère Rossi et encore maintenant avec Briatore. Donc, ouais, un peu des doubles standards. Beaucoup de gens avaient prédit un mauvais move chez As. Finalement, c'est une très bonne chose. As, qui plus est, dans sa première saison, 100% financé de manière indépendante, sans besoin que son propriétaire Gene Haas mette la main au portefeuille pour le faire. Donc, finalement, il a peut-être fait un bon move sur ce projet. Quoi qu'on espère toujours, bien sûr, que l'écurie française performe et reste sur des bonnes places au championnat. De toute façon, on est content dès qu'on voit les écuries performer. Encore une fois, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une écurie au fond du tableau comme l'avait pu être Kik la saison dernière. D'ailleurs, en parlant de fond de classement, Quentin, il serait peut-être temps de revenir sur les prédictions qu'on a fait lors de l'épisode précédent, parce que je suis sûr que tu as des choses très intéressantes à nous dire là-dessus. Messieurs, it's time. Et d'ailleurs, je devrais pas autant me réjouir, parce que une personne parmi nous trois ici a fait un très très mauvais prono. Je tairai son nom pour le bienfait de son anonymat et de sa conscience tu peux le dire quand même. Non, mais de toute façon, les résultats vont parler d'eux-mêmes. La data. Sinon, Quentin serait vexé, ce serait dommage de dire son nom. C'est vrai. Ce serait très dommage quand même. Mais ce n'est pas à nous de faire ce genre de commentaires. Cela ne nous regarde pas. Alors, disons, nous avons un monsieur ici qui a très bien performé. Baptiste, félicitations. Comme toujours, j'ai envie de te dire. Alors, ne nous enflammons pas. On est encore au 4e Grand Prix de la saison. Tu le répètes assez souvent. On va reposer les bases. Le championnat peut encore évoluer du côté de nos pronostiqueurs. Mais néanmoins, bravo Baptiste, avec les 2 McLaren très bien placés sur le podium. Piastri 1, Norris 3. Un petit Verstappen au milieu qui joue les troubles fêtes. Non, finalement, le trouble était plutôt au sein de son écurie. Raphaël, félicitations. Piastri premier. Ouais. Bon call également. Norris en 2e et Russell en 3e. J'avais le podium, mais pas dans le bon ordre. Si j'étais sympa, j'aurais donné 0,5. Bon. C'est pas le genre de la maison. Je suis satisfait. Je voyais Piastri bien performer, donc non, je suis très content. Voilà, et j'ai encore moins envie d'être poli car je pue le seum, si je puis dire. Ah oui, il n'y a plus de filtre, ça y est. Parce que quelqu'un ici, dont on taiera le nom encore une fois, c'est pas nous de comporter sur Quentin, pour ne pas le citer. Voilà, avait misé sur un Norris premier, rebond d'ego, Piastri 2e et Antonelli 3e. Bon félicitations. Le call désastreux, je suis désolé. Je voulais contraster avec vous, mais les stratèges Ferrari. Comme exactement, voilà, argumentum et populum, toujours faire le mouton, comme quoi ça paye. Mais bon, 0 pointé, on trace un autocompas, mais on peut partir d'une base franche pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, messieurs. Comment voyez-vous les choses cette fois-ci, afin que je vous rattrape et vous surpasse? Je me dis que Norris peut-être peut revenir, donc je vais quand même, allez, je tente un coup, je vais dire Russell. Le bâtard, il a pris mon pronom. Je vais dire voilà, Russell premier, Norris 2e et allez, Antonelli 3e. Je tente quelque chose, parce qu'on va essayer d'être original. Je vais dire Oscar Piastri, moi. Je pense qu'il peut enchaîner à Jeddah. Oscar Piastri. Je vais mettre Lando Norris en deuxième position. Et je vais mettre un petit Charles Leclerc en 3e. Allez. Putain, c'est ambitieux de tenter ça. Ferrari qui avait amené de nouvelles pièces là ce week-end. J'ai envie de voir Charles performer. De là aller voir sur le podium, je l'aurais pas tenté. On sait jamais, il y a des circonstances de course, il peut y avoir une safety car, un crash, tout est possible. Alors en somme, je vais changer légèrement parce que je voyais bien aussi un petit Leclerc en trouble fait. Norris, grande difficulté avec sa monoplace, il le dit. Circuit urbain, ça va pas aider à mon sens, notamment sur des conditions proches de celles de Bahreïn. Nuit, chaleur, on verra ce que ça donne, même si on le souhaite le meilleur bien entendu. Piastri 1 sur une bonne lancée, McLaren très boosté, sympa. Je vais partir sur Piastri 1, un petit Russell en 2e, allez, parce que clairement j'apprécie son travail en ce moment, il a l'air bien vissé sur des très bonnes perfs. J'ai envie de pré-shot, allez, un Hamilton qui se réveille, allez, pourquoi pas. J'aime ce prono. Très ambitieux, mais ce prono me plaît. Ferrari là. Parce que vous vous rappelez le dicton de l'an passé chez Mercedes, vous pouvez mettre Hamilton à n'importe quelle place, il terminera toujours derrière Russell. Donc maintenant, oui, Piastri, Russell, Hamilton serait pour moi un beau résultat de Grand Prix. Ce sera un beau podium, franchement. On va guetter ça dès ce week-end, la 3e affiche de ce triple header. Après, on aura enfin une pause, parce qu'encore une fois, c'est très, très appréciable de regarder autant de courses de F1, mais c'est aussi très,
épuisant, je trouve, d'avoir ces rendez-vous aussi rapprochés. Baptiste, pour conclure, tu nous fais un petit point sur les classements, s'il te plaît. Évidemment, un point sur les classements pilotes et constructeurs. On va commencer par le classement pilote avec toujours Lando Norris donc en tête du classement avec 77 points, suivi de très près par son coéquipier Oscar Piastri avec 74 points. Max Verstappen est 3ème sur sa Red Bull avec 69 points, suivi de George Russell avec 63 points. Et un petit peu plus loin, Charles Leclerc à 5ème place avec 32 points. Du côté des Français, Esteban Ocon est 9ème avec 14 points. Pierre Gasly est 2 rangs derrière à la 11e place avec 6 points. Et Isaac Hadjar est 15e avec 4 points. Du côté du classement constructeur, McLaren a encore bien scoré comme il faut ce week-end et se retrouve donc confortable leader avec 151 points, devant Mercedes 2e avec 93 points. Red Bull Racing est 3e avec 71 points, suivi de Ferrari 4e avec 57 points. AC 5e avec 20 points, suivi de très près par Williams avec 19 points. Aston Martin 7e avec 10 points. Racing Bulls est 8e. Alpine et Kik ferment le classement avec 6 points chacun. Merci beaucoup Baptiste. Bien sûr, on se retrouve dès lundi prochain pour parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Avec grand plaisir. Merci encore pour aujourd'hui, puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous, salut. Au revoir. Bisous.